en direct. On m'a branché un iPad devant les yeux et les internautes qui nous suivent, pour celles et ceux qui ne pourraient pas être avec nous, mais qui sont membres du SICTIAM, ils pourront poser les questions en direct et je leur répondrai éventuellement sur les sujets sur lesquels je serai en capacité de leur répondre, bien évidemment, puisqu'on n'a pas la science infuse et nous sommes sur des sujets qui sont techniques. Donc, à des moments, je pourrais éventuellement me faire assister par Jean-Marie Mercolino, en excusant Francis Kuhn, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, qui est retenu, je crois, sur un déplacement parisien, pour une négociation nous concernant. Nous sommes là avec Jean-Claude Russo, qui pourra intervenir également sur tout ce qui est commission d'appel d'offres, mais surtout éventuellement me remplacer en fin de séance, puisque derrière, je suis contraint par un départ d'ici les 16 heures. Il y a également Laurent Ferraud, que vous connaissez toutes et tous, qui est venu nous parler du schéma départemental d'aménagement du numérique, puisque vous savez que Laurent, depuis maintenant quelque temps, depuis en tout cas que nous avons reçu de la part du Conseil général des Alpes-Maritimes la mission pour conduire le schéma départemental, a un pied au Conseil général et un pied dans le SICTIAM, ce qui fait qu'il est la personne interface entre le syndicat et la collectivité départementale. Et c'est lui qui conduit cette affaire-là au plan technique, mais aussi au plan de la construction du dossier et de l'impact. Nous ouvrons notre comité syndical par l'ordre du jour qui concerne les affaires financières. La situation financière au 18 février. Ce premier trimestre se caractérise par une évolution significative des recettes de fonctionnement compte tenu de l'émission des titres de recettes relatifs aux contributions budgétaires de maintenance annuelle. Les dépenses engagées sont un peu moins importantes, notamment sur le budget de fonctionnement, mais c'est un peu pareil pour l'investissement et je dirais que nous sommes également sur la même ligne que celle que nous connaissons d'ordinaire. Je laisse là-dessus la parole à Jean-Marie Mercolino, s'il veut bien nous faire le détail et la présentation des slides que vous pouvez suivre en même temps. Alors globalement, c'est une situation financière qui est habituelle, comme chaque année, où les recettes de fonctionnement sont nettement supérieures aux dépenses de fonctionnement parce que en début d'année, nous émettons tous les avis de décompte aux collectivités pour qu'ils puissent mettre à leur budget primitif qu'ils votent en général en mars les prévisions budgétaires afin qu'ils puissent prendre en compte ces dépenses. Au niveau des dépenses, nous avons 4 à 5% de dépenses de fonctionnement qui sont principalement des factures concernant des applications de gestion sur des maintenances ou des licences éditeurs. Au niveau de l'investissement, donc là, les dépenses sont un peu supérieures au niveau de l'investissement parce que nous avons aussi là fait des équipements supplémentaires au niveau infrastructure et acquisition aussi de licences qui passent en investissement au niveau des logiciels de gestion. Bon, et en termes de recettes, évidemment, 1,69% de recettes et en fait, c'est aujourd'hui une écriture plus de régularisation que des recettes de l'investissement pur qui sont rentrées, puisque le fonds de compensation de TVA s'est versé beaucoup plus tard et les éléments principaux de recettes d'investissement sont plus tard dans l'année. Donc, rien de particulier à dire, si ce n'est ce qui est inscrit aujourd'hui dans la note de synthèse. Nous avons une partie budget principal SICTIAM et une partie SDAN. Au niveau SDAN, nous avons aussi une dépense de fonctionnement qui aujourd'hui est assez, comment dire, légère, j'allais dire, puisque nous sommes en début d'année et nous avons aujourd'hui, je ne retrouve pas le document, mais ici. Nous avons aujourd'hui 0,64% du budget de fonctionnement qui ont été dépensés sur le SDAN et aucune écriture de recettes de fonctionnement.
Et en termes d'investissement, nous avons, pareil, 0,36% du budget de dépenses qui ont été réalisées et 0% de recettes. Donc, pas beaucoup d'écriture sur ces 2 premiers mois, puisque la situation date du 18 février, donc 1 mois et demi d'exécution. Voilà pour les aspects, je dirais, situations financières qui sont tout à fait habituelles dans le démarrage de notre exercice. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions sur ce début d'année, tant en fonctionnement qu'en investissement? Il ne m'apparaît pas qu'il y ait de grands changements ni de grosses surprises par rapport à ce qu'on avait prévu. Il n'y a pas de questions, donc nous passons tout de suite sur la présentation du compte administratif. C'est Monsieur Russo. Et moi, je dois sortir. Voilà. Désolé. À peine arrivé, ils me font sortir. Eh bien, je vais prendre l'air. Tu sors juste pour le vote. Juste pour le vote du compte C'est pas la administratif. peine. On le présente et après tu Allez, sors pour le vas-y, vote. alors. Tu veux le Ah présenter, ben, je le toi? présente alors. Allez. Ben, le compte administratif constate les résultats de l'exercice écoulé. Ainsi, pour ce compte relatif à l'exercice 2014, il ressort un excédent global de 431 983,85 € qui se répartit entre la section de fonctionnement plus 697 187,90 et la section d'investissement moins 265 204,05. Alors, la section investissement, titre de recette émis 1 353 591,53. Recette nette 1 338 626,66. Mandat émis 1 609 113,41 et dépenses nettes 1 345 808,07. Résultat de l'exercice moins 97 181,41. Pour la section de fonctionnement, 4 872,04,24 de recettes. Titre recette nette 4 649 497,97. Mandat émis 4 221 670,42. Et dépenses nettes 4 150 495,86. Soit un résultat de 499 002,11. Ce qui, le total des sections représente un résultat de 401 820,70. Pour l'exercice 2013, l'investissement était de 168, fonctionnement 366, ce qui avait un total de 198,185. Part affectée à l'investissement 168 022,64. Résultat de l'exercice moins 97 181,41 plus 499 002,11, soit un total de 401 820,70. Le résultat de clôture de l'exercice, moins 265 pour l'investissement, moins 265 204,05. Pour le fonctionnement, 697 187,90 en plus. Et le résultat, 431 983,85. Donc ces résultats se décomposent analytiquement comme suit. Un excédent de fonctionnement de 498 156,05, un déficit d'investissement de 138 370,78 et un résultat global final de plus 359 785,27. Donc maintenant, Pour la partie budget principal. Hein. il y a encore le SDAN. Ah ouais, pour la partie SDAN. Alors, un excédent de fonctionnement de 199 031,85, un déficit d'investissement de 126 833,27. Le résultat global final est de plus 72 198,58. Il est proposé de constater les identités de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au résultat de fonctionnement de l'exercice, au débit et au compte porté à titre budgétaire aux différents comptes, de voter et d'arrêter les résultats définitifs tels que présentés. Donc je vous demanderai de voter. Donc, je vais vous demander de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie pour ce vote qui vraiment ça nous satisfait entièrement et je félicite quand même le président de la bonne gestion du CITIAM pour l'année 2014. Ça y est, c'est voté. Ça a été voté à l'unanimité et je vous félicite pour la bonne gestion du CITIAM. Vraiment, on n'a rien à dire. Vraiment, on a un résultat global de 360 000 €, c'est ce qui est excellent. Voilà. Merci, merci Monsieur le Vice-président. Merci à toutes et à tous de la confiance que vous nous témoignez en votant
ce compte administratif à l'unanimité. C'est toujours un moment fort que de ce vote du compte administratif. Moins fort que le budget, puisque derrière, le BP engage l'année qui vient. Mais néanmoins, symboliquement, je veux associer en même temps la direction du SICTIAM et les équipes du SICTIAM, puisque votre vote, c'est la confiance au président et à l'équipe d'élus, mais en même temps, c'est la confiance que l'on fait à notre administration pour la véracité de ses comptes. Je pense que vous avez présenté le compte de gestion en même temps ou pas du tout? Non, on n'a pas présenté. Bon, tu présentes le compte de gestion dans la foulée. D'accord. Bon, la balance des comptes produite par M. le trésorier du SICTIAM fait apparaître des résultats conformes à ceux des comptes administratifs. En conséquence, il est proposé à l'Assemblée de se prononcer favorablement sur le compte de gestion 2014 en adoptant le projet de délibération suivant. Le comité syndical, après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2014 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif et l'état du passif, et l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2014, et après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, adopte le compte de gestion de l'année 2014 dressé par le trésorier du SICTIAM. L'affectation du... Attends, il faut faire voter. Bien, donc, fort de la présentation du compte de gestion qui rigoureusement est conforme en tout point au compte administratif, je vous propose de le voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Donc, je veux remercier et féliciter le receveur, le comptable du Trésor, M. Solny, qui est sur la trésorerie d'Antibes, pour le suivi et la présentation de ses comptes. Nous passons à l'affectation des résultats 2014. Au vu du compte administratif de l'exercice 2014 et constatant qu'il présente un excédent de fonctionnement de 697 187,90 € et un déficit d'investissement de 265 204,05 €, il est proposé à l'Assemblée de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2014 de la façon suivante. 431 983,85 à l'excédent reporté en recettes de fonctionnement, ligne 02. Le 265 204,05 au déficit reporté en dépenses d'investissement, ligne 001, et 265 204,05 à l'équilibre de la sanction d'investissement, compte 1068. Bien, donc je soumets cette affectation des résultats à votre approbation. Y a-t-il des questions sur le sujet avant? Il n'y a pas de questions. Donc qui s'abstient? Qui s'oppose? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à la décision modificative numéro 1 du budget 2015, pour lequel il vous est proposé d'adopter une première décision modificative du budget en cours. Je rappelle que le budget principal que nous avions voté, nous l'avons voté au mois de décembre. De la prise en compte des résultats et des affectations de résultats de l'exercice 2014 que nous venons de voter, des dépenses de fin d'année qui n'avaient pu être mandatées sur l'exercice 2014, de réajuster la subvention d'équilibre, chapitre 65, de 200 000 €, d'intégrer le plan départemental, le soutien pour l'acquisition d'un système alternatif d'accès à Internet haut débit, chapitre 74 et 65, pour un montant de 80 000 €, et du réajustement de certains postes de dépenses et de recettes en fonctionnement, en augmentation et en diminution de façon équilibrée. Sur le budget du SDAN, donc on passe budget par budget peut-être, oui, l'ADM numéro 1. Pour le budget principal.
Donc, est-ce que vous avez des précisions, Jean-Marie, à apporter sur le document? Il n'y a rien de particulier, hormis ces écritures, c'est vraiment... Le montant des réajustements pour les postes dépenses en recettes, ce sont des variables, mais qui sont de quelle importance? De très faible. Très faible importance. Que nos membres du bureau ont sur le document et qu'ils peuvent facilement identifier. Hein. D'accord. Donc, y a-t-il des questions sur le budget principal et la décision modificative? Pas de questions. Qui s'abstient sur cette DM1 du budget principal? Qui s'oppose? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons maintenant au SDAN 06, où il vous est proposé d'adopter une première décision modificative du budget annexe sur l'aménagement du numérique du territoire, qui est en cours, et sur les comptes, notamment de l'animation du GIX par Résopol, le chapitre 011, de prendre aussi une modification sur les dépenses de fin d'année qui n'avaient pu être mandatées sur l'exercice 2014, de réajuster la subvention d'équilibre pour le chapitre 75 pour 200 000 €, de l'intégration du plan départemental de soutien pour l'acquisition d'un système alternatif d'accès à Internet haut débit, chapitres 75 et 65, pour un montant de 80 000 €. Y a-t-il sur ces modifications, sur cette DM du budget SDAN 06, des questions? Pas de questions parmi vous, donc je le soumets à votre approbation et à votre vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Qui c'est qui a éternué? C'est Jean-Claude Rousseau. Donc ce sont les pièges. On innove un peu avec le système aujourd'hui. D'ailleurs, je trouve que ça marche formidablement bien. On a une équipe de techniciens en latéral et au fond. Sincèrement, bravo. Hein. Bravo. Nous passons au point 2, ce qui concerne les affaires de personnel. Avec le 2.1, renouvellement de la prime d'intéressement à la performance collective des services pour l'année 2015, reconduction du dispositif mis en place en 2013. La prime d'intéressement à la performance collective des services au profit des agents du SICAM tient compte notamment de l'atteinte des objectifs généraux et par service fixés sur l'année. Il est proposé de statuer sur la reconduction de prime d'intéressement à la performance collective des services au SICAM. Eh bien oui, il faut dire deux mots. Parce que là, c'est un peu sec. Ouais, donc, pour la première année, nous avons voulu mettre en place cette prime d'intéressement en fonction des évaluations que nous faisons avec les agents chaque année. Nous voyons tous les agents facilement une bonne demi-heure avec Francis Kuhn toutes les années, après qu'ils aient vu leur directeur et leur responsable de service, pour mettre en place des objectifs généraux du SICTIAM, qui sont un petit peu la direction, je dirais, de générale qui les met en place, et des objectifs de service et des objectifs personnels. Donc en fonction de ces résultats de bilan, des objectifs atteints ou pas complètement atteints, nous avons une notification entre guillemets de points qui permet d'établir une note sur les atteintes des objectifs, et c'est avec cette note que la prime d'intéressement, qui a un montant maximum de 300 € par agent et par an, je le précise, est appliquée à chaque agent en fonction de son pourcentage. Donc voilà, et nous avons, ça fait la deuxième année que nous faisons, la troisième année, je ne sais plus, troisième, que nous avons mis ça en place, et nous pensons que c'est quelque chose qui est bien et qui est motivant pour les équipes. Et en tout cas, ça permet de rendre hommage à leur travail. Voilà. Donc le point 2.2, création d'un poste d'adjoint technique affecté au service SIG. Il est proposé au comité syndical de créer un poste de consultant affecté au service SIG pour renforcer l'équipe. Compte tenu de la multiplication des projets mis en œuvre, il y a là, de votre part et de la part des communes adhérentes, un véritable intérêt pour le SIG, ce qui demande une mobilisation de force en moyens humains que nous n'avons pas, et il faut renforcer notre dispositif. Vous voulez conforter? Oui, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'équipe était constituée de 4 personnes, et il a fallu qu'on la renforce pour pouvoir répondre aux sollicitations de nos adhérents et aux plans de service qui sont aujourd'hui en attente d'exécution. 2.3. N'hésitez pas à intervenir si
je ne vous pose pas la question, y a-t-il des questions, etc., etc. Je fais filer le déroulé, on gagne ainsi du temps, et si vous voulez intervenir, vous levez la main et vous intervenez. 2.3, création d'un poste d'ingénieur chargé de mission affecté au service du SDAN 06. Donc même chose que pour le SIG, le SDAN monte en puissance, il est nécessaire d'étoffer le service en créant un emploi d'ingénieur territorial catégorie A. Oui, il s'agit de recruter un chargé de mission qui aura quand même une spécificité dans l'équipe du SDAN, qui sera plus de la mise en œuvre du schéma des usages qui est accolé en fait à la partie infrastructure que nous mettons en œuvre depuis déjà quelques mois. Et nous avons besoin de bien maîtriser les aspects usage numérique pour pouvoir utiliser justement tous ces infrastructures qui sont mises en œuvre, ils seront mises en œuvre, et de pouvoir vraiment utiliser la fibre optique de manière complète. Peut-être que Laurent va rajouter quelque chose sur la création de ce poste. C'est un poste qui est très attendu pour, j'allais dire... Est-ce qu'on entend, Laurent? Vous m'entendez? Oui. Pour jalonner, disons, les démarches qui sont faites dans le cadre du SDAN sur les infrastructures, il est important de ne pas attendre que la réalisation du réseau très haut débit soit achevée pour nous questionner et anticiper justement ce besoin de développement des usages et services numériques partout sur le territoire. Donc cette double réflexion fait un peu l'originalité des Alpes-Maritimes pour avoir une double stratégie complémentaire. On le dira peut-être un peu plus loin dans la séance, mais c'est un vrai levier d'accélération et de facilitation pour l'accès aux cofinancements nationaux et européens notamment. Voilà. Bon, je pense que c'est dans le droit fil, vous proposez de modifier le poste d'ingénieur affecté au service du SDAN 06. Pour quelle raison on modifie ce poste? Parce que je crois que le poste... Alors, la modification de ce poste est en fonction du recrutement qui a été engagé. Nous avions un poste qui n'était pas à la hauteur de ce recrutement et nous avons dû modifier. Donc, quelle est la modif? Elle porte sur quoi exactement? La création de... Les échelons. Vous avez un micro pour nous parler des échelons? Non, parce qu'il faut que les gens comprennent ce qu'on fait quand même. Sans ça, c'est pas la peine de faire un bureau. Si c'est pour leur faire avaler des décisions, j'arrive même pas à comprendre moi si vous ne m'expliquez pas. C'est au niveau des échelons. Les échelons permettent de déterminer... Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Permettent de déterminer un niveau de rémunération de l'agent. Et en fait, c'était pour redéterminer ce niveau plus adapté à la personne à laquelle que l'on va recruter. Donc, vers le haut, vers le bas, on est vers le haut. Oui. C'est-à-dire qu'on avait créé un poste où, en définitive, la qualif n'était pas suffisante. Oui. Il fallait prendre une pointure de plus. Tout à fait. C'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc, on a tous bien compris et c'était important de le dire. 2.5, modification de l'emploi au service application métier. Donc, lors de sa séance du 4 décembre 2009, le comité syndical a créé par délibération un emploi d'ingénieur territorial catégorie A affecté au service application métier. À la suite du départ de l'agent occupant cet emploi en cours d'année 2014, il est proposé de procéder à son remplacement. Donc, pour cela, il y a un certain nombre de modifications qui sont nécessaires. Oui, alors la personne qui est recrutée sur ce poste, qui n'est pas encore chez nous d'ailleurs, et qui est un agent d'une collectivité d'ailleurs adhérente, puisque la personne qui est partie, qui remplace à travers ce poste, était un ingénieur. Et donc le monsieur que l'on recrute est un catégorie B, donc pas catégorie A. Et on modifie donc ce poste pour qu'il puisse intégrer l'équipe. Là aussi, un grade de plus, un grade de moins. On sait d'où il vient? Oui, de la Colle-sur-Loup. La Colle-sur-Loup, mais il ne vient pas de très loin. Non. Mais c'est très bien. Et le maire de la Colle-sur-Loup est d'accord? Je suppose. Bon, on n'a pas eu de... Non, mais qu'on ne fasse pas des hold-up chez les amis, quoi. Ben, disons qu'il y en a qui viennent le faire chez nous, alors... Oui, mais moi je pense qu'il faut essayer d'être fair-play dans ces relations. On est très fair-play. Ah oui, oui. Ah oui, équilibré. Donc, modification de l'emploi affecté au service SIG SDAN 06. Le bureau syndical, dans sa séance du 19 avril 2012, a créé par délibération un emploi d'ingénieur territorial affecté au SIG.
proposer de le reformuler, ce poste, et de le modifier la délibération par un emploi de catégorie C, adjoint technique territorial affecté au service du SIG. Bon, là, il s'agit de quelqu'un qui est chez nous et qui est chez nous depuis quelques mois, je ne sais plus combien d'années exactement, peut-être 1 an ou 1 an et demi, qui était en emploi aidé chez nous et dont les aides se terminent très prochainement, ou sont déjà terminées d'ailleurs. Et donc ce poste sur lequel il était un poste à l'origine d'ingénieur. Et comme il n'a pas les diplômes, il n'a pas la qualification, donc il a intégré un poste de catégorie C. Là aussi, on a revu à la baisse donc le niveau de recrutement. Il s'agit de quelqu'un qui est chez nous, dont on est très satisfait, donc il occupera cet emploi. C'est de la promotion interne en mettant les postes au niveau. Voilà. Et tout le monde y trouve son compte. Donc je suppose que le point 2.7, tableau des effectifs au 12.03, est conforme à l'ensemble des modifications que l'on vient d'adopter, ni plus ni moins. Hein. Donc y a-t-il des questions sur le point 2, affaire de personnel? Donc pourquoi un écart des effectifs budgétaires et des effectifs pourvus? Parce que jusqu'à présent, il y a très peu de temps qu'on modifie les postes existants, comme on vient de faire aujourd'hui sur un certain nombre d'entre eux, où on crée des nouveaux postes à chaque fois qu'un nouvel arrivant nous rejoignait qui n'était pas conforme à un des postes créés. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de postes non pourvus qui existent. On ne les a pas mis à jour, on pourrait le faire, hein, je pense, réglementairement. Bon, cela dit, ce n'est pas très gênant qu'on ait des postes créés et qui ne soient pas pourvus, pour le fonctionnement en tout cas du CITIAM. Sur le nombre d'agents, donc 54, il faut bien que vous sachiez, juste pour info, qui sont vraiment pourvus. Nous avons 40 titulaires aujourd'hui, 12 non titulaires et 4 vacataires. Donc il y a 54 plus 2 vacataires finalement, hein, d'accord ? Sinon, pourquoi on a cet écart? Il faudra qu'on vérifie de quelle manière on peut le résorber, hein, si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'intérêt à le garder non plus, évidemment, hein, autant de postes. Ils sont créés. Il y a des éléments qui peuvent aujourd'hui être intéressants de préserver pour des gens qui peuvent progresser dans leur carrière sur des emplois nouveaux ou des cadres nouveaux. Donc, il faudra qu'on fasse simplement un tri sur ces postes et voir lesquels on garde ou pas. On le fera pour la prochaine occasion. C'est une bonne intervention. Je pense qu'effectivement, avec un tel écart, on peut faire du ménage, hein, pour éliminer les postes qui ne serviront peut-être jamais. Ceux qui peuvent présenter un intérêt, il faut les garder. Il peut toujours y avoir une marge, mais là, effectivement, de 25 postes, ça fait beaucoup. Pas d'autres questions ? Donc je soumets l'ensemble des points de 1 à 7 à votre approbation concernant les affaires de personnel, tous les points 2. Qui s'abstient? Qui s'oppose? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au point 3, qui est le schéma départemental d'aménagement du numérique. Donc, présentation du site internet numérique 06 en séance. Qui c'est qui s'y colle? Stéphane. Bon, rapidement, on a donc tenu à créer une nouvelle image numérique de notre nouvelle activité, le schéma d'aménagement numérique du territoire, qu'on n'a donc pas encore mis en ligne. Ce sera mis en ligne après les élections, pour les raisons que vous comprenez. Le site internet est un site qui donc est dédié à l'activité SDAN, et SDAN 06. Il s'appelle Numérique 06 pour bien noter le fait qu'on travaille non seulement sur les infrastructures, mais également sur le schéma, le développement des usages et des services. Dans ce site, qu'on a voulu très didactique, très pédagogique, on va retrouver le schéma départemental d'aménagement numérique tel qu'il a été voté par le département. On va retrouver beaucoup de cartographie, de la cartographie sur les projets, de la cartographie sur l'état des réseaux numériques dans le 06, hein, donc la DSL, le FTTH en zone privée, en zone publique. Et on va trouver des actualités pratiques, à la fois pour vous présenter les travaux, au fur et à mesure des travaux, et puis l'actualité nationale sur le numérique.
Donc je vous invite à le consulter dès qu'il sera en ligne, tout de suite après les élections départementales. Est-ce qu'on va retrouver sur le site la partie numérique, donc les tuyaux, hein, avec à proprement parler le haut débit, demain le très haut débit? Est-ce qu'il y a également des informations concernant la téléphonie mobile? Parce que je vois que chaque fois qu'on va quelque part, les gens croisent à la fois le numérique et la téléphonie mobile. Et quelquefois, alors on essaie de déminer pour bien faire comprendre les choses, quelquefois attendent de la part de la téléphonie mobile, notamment de la 4G, qu'elle apporte une solution au numérique. Est-ce qu'on va retrouver ces éléments d'information dans le site internet numérique 06? Pas à son ouverture, c'est un sujet sur lequel on n'a au CITIAM pas encore travaillé. Le département est très actif et très en pointe sur ce sujet-là, mais on pourra envisager une complétude. Ce que je peux dire pour compléter cet aspect sur les notions de couverture en téléphonie mobile, c'est que la loi au niveau national impose aux opérateurs de mettre en ligne leurs cartes de façon interactive pour que chaque abonné, chaque citoyen, chaque habitant puisse se renseigner pour savoir si son territoire est couvert ou non. Donc je pense que sur le site numérique 06, vous seront présentés les liens d'accès à ces couvertures interactives de chaque opérateur, donc les trois principaux d'entre eux en tout cas, qui sont tenus à ces obligations d'information. Voilà. Donc ça sera déjà un niveau d'information qui sera satisfait au regard de cette obligation légale des opérateurs. Bien, donc nous passons... Il y a des questions, oui. Non, je voulais savoir si sur ce site, il y aurait des renseignements sur la partie obscure du développement de la fibre, c'est-à-dire la partie qui est réalisée par les opérateurs. Sur quelle zone? Sur la zone, du moyen pays. Opérateur? Non, donc sur la zone qui est la zone d'intervention publique. Non, Privé, 100% privé. Que la zone littorale alors? Tourette-sur-Loup, Vence, Saint-Paul, Vence, la soixantaine de communes qui est soit en zone très dense, soit en zone où une intention d'investir a été exprimée d'ici 2020. Le cas de Tourette-sur-Loup, où d'ici 2020, les opérateurs doivent déployer. Donc, je peux répondre, Stéphane? Sur cet aspect-là, ça rentre dans le cadre des conventions à passer avec les opérateurs, justement, où on va définir un processus de concertation et d'information le plus en amont possible des déploiements, ne serait-ce que pour informer chaque élu des rythmes de déploiement, des priorisations de déploiement. Donc ça obéit à un cadre conventionnel qui sera signé à la fois par l'intercommunalité, par l'État, par le département, par l'opérateur en question, Orange, je pense, sur Tourette-sur-Loup, ou SFR, pardon, c'est ça. Donc ces conventions-là, elles ont été votées au niveau du Conseil général, c'est l'objet d'un rapport qui suit, hein. Elles vont être présentées aujourd'hui même par le CICTIAM, à votre Assemblée, et elles le sont déjà aux différentes intercommunalités. Donc je vais revenir sur ce point tout à l'heure. Mais je pense que... Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? Donc on passe, et Laurent garde la parole, voilà, sur le 3.2, et il enchaîne là-dessus. Donc sur le 3.2 qui nous entretient du programme opérationnel FEDER, un très rapide point de contexte, le SDAN 06, donc la desserte en fibre optique de 99 communes des Alpes-Maritimes, pèse un coût estimé à 88 millions d'euros aujourd'hui. Avant de vous entretenir spécifiquement de ce dossier FEDER, je vous dis simplement que les dossiers de financement déposés à l'État en septembre 2014, qui devrait passer et voir son instruction finalisée en mai prochain, donc une vingtaine de millions d'euros estimés. Donc pour l'État, on a finalisé quasiment le processus et on espère donc ces 20 millions d'euros. Au niveau de la région, le dossier est déposé, on attend une quinzaine de millions d'euros, il y a des discussions actuellement. Au niveau du FEDER, justement, j'y viens, le programme opérationnel FEDER de PACA a été présenté le 26 janvier dernier à Marseille, au Conseil régional. Il indique que pour ce qui concerne son axe 2 et la priorité d'investissement qui concerne le déploiement des infrastructures très haut débit. Deux spécificités. La première est que le FEDER est très axé, donc la stratégie européenne est très axée sur la priorisation de sites à enjeu, de sites stratégiques. Ce qui veut dire que le déploiement de la fibre devra prioriser principalement sites services publics, santé, éducation, zones d'activité économique, mairies, maisons de services publics. Donc plus on ira chercher ces sites-là rapidement, plus le FEDER
pourra nous subventionner. La deuxième spécificité, c'est le calendrier que nous impose le FEDER. Là où l'État en France a des tranches qui s'apprécient environ 5 années, 5-6 années, le FEDER, lui, est sur 36 mois, sur 3 ans. Ça veut dire qu'il faut aller encore plus vite, spécifiquement sur des sites à enjeu priorisés. Donc en 2014, avec chaque intercommunalité, on a bien sûr, le CICTIAM a recensé tous ces sites à enjeu. Ils sont aujourd'hui bien cartographiés, bien définis. On est en train de repeigner cet inventaire, justement, pour être certain de ne pas en oublier. Plus de 2600 sites qui ont été référencés, ça vous donne une base. Voilà, donc dans ce contexte européen, nous ferons une stratégie, j'allais dire, spécifique, accélérée, priorisée, sur les zones à enjeu, sur les sites à enjeu, dans ce cadre de 36 mois. Donc le rapport qui vous est présenté vous propose d'autoriser le président à déposer, à constituer et à déposer le dossier FEDER auprès de l'autorité de gestion donc de la région. On a en calendrier, on espère pouvoir le déposer courant avril. Voilà. Et la somme espérée qui a été votée dans notre plan de financement est de 5 millions d'euros. Donc là, tout à l'heure, sur le site, on était sur de l'informationnel, sur le 3.2, réalisation du réseau d'initiative publique pour la demande de subvention. Je sollicite votre vote, qui s'abstient, qui est contre et qui est pour, à l'unanimité. Je n'en suis pas étonné, pour prendre de l'argent, qui c'est qui refuserait? Donc on sollicitera cette subvention FEDER la plus élevée possible, mais aux alentours de 5 millions. 3.3. Alors, sur la convention entre le Conseil général des Alpes-Maritimes pour le financement du plan de soutien à la réception de l'Internet haut débit par des technologies alternatives. Alors, pour faire la transition avec la demande de financement précédente, le Conseil général a pris ses responsabilités en votant le 12 décembre dernier, à l'occasion de son budget, son engagement financier sur le SDAN, à hauteur de 14 millions d'euros sur 7 ans. Donc c'est le premier acteur à montrer son engagement financier sur le SDAN à ce niveau. Et il était bien évident qu'il fallait accompagner cet investissement sur les infrastructures d'un investissement accessoire, on va dire, sur les communes qui étaient dotées d'un réseau Internet Wi-Fi, une diffusion Wi-Fi, qui s'est arrêtée fin 2014, début 2015. Ce sont des communes blanches qui avaient été subventionnées entre 2006 et 2010 par le Conseil général et où les réseaux, au regard de leurs coûts de maintenance, au regard du faible nombre d'abonnés, présentaient des coûts d'investissement et de modernisation tels qu'une solution alternative comme le satellite était jugée plus adaptée en accord avec les communes concernées. Donc le plan de soutien à la réception d'Internet par des technologies alternatives, satellite, hertzienne, téléphonie, on peut penser demain à la 4G par exemple. Ce plan a été voté par le Conseil général le 12 décembre, ainsi que son règlement, et par le CICTIAM le 5 décembre dernier. Et la convention qui vous est présentée aujourd'hui vise à conditionner les modalités de financement par le Conseil général de ce plan. Nous estimons environ 265 lignes téléphoniques, le besoin estimé sur les 15 communes que je vous ai citées. Et pour répondre à ce besoin de ces 265 lignes, la mission très haut débit a imposé que ce soit le maître d'ouvrage du dossier SDAN, du dossier FSN, le Fonds pour la société numérique, donc la subvention de l'État, que ce soit le même maître d'ouvrage qui anime et instruise les dossiers de demande de subvention pour l'Internet par le satellite, notamment, donc le CICTIAM. Et à ce titre, le plan se compose d'une double subvention, une subvention pour laquelle le CICTIAM consent à faire l'avance, c'est la subvention de l'État, estimée à 150 €, doublée d'une autre subvention de 150 € apportée par le Conseil général, c'est l'objet de la convention, ce qui fait un total potentiel plafonné à 300 € sur une dépense d'équipement et d'installation estimée à un peu plus de 400 €, 400 €, 450 €. Donc il y a là vraiment le geste de solidarité et d'inclusion numérique qui est prévu par le SDAN pour ne laisser personne au bord du chemin. Voilà, donc la convention qui est annexée présente les modalités justement d'animation du plan et de versement d'une somme de 40 000 € par le Conseil général justement pour ce subventionnement de technologies alternatives. Est-ce que ce niveau d'intervention, vous la possédez? Est-ce que le plan, le schéma départemental d'aménagement du numérique, vous l'avez eu, vous l'avez potassé, vous êtes intéressé à cette affaire-là? Est-ce que les zones satellitaires qui sont concernées par la décision que nous venons de prendre
les gens le savent bien? Ou est-ce que c'est quelque chose... Oui. Bon, la commune de Courmes, effectivement, nous sommes victimes de l'arrêt du pacte sur Wi-Fi. Mais le souci, c'est que également les téléphones sont en faisceau hertzien. Or, le système Internet propose également l'Internet et le téléphone. Et les gens sont en train de migrer vers la téléphonie avec le satellite. Ce qui fait qu'il va y avoir quand même un problème au niveau Orange, c'est que le système de téléphonie va se retrouver avec très peu d'abonnés. Ça, c'est une chose qui n'a pas été réfléchie avant. Alors, sur ce plan-là, il faut bien distinguer les stratégies et les réseaux entre le réseau de téléphonie mobile et le réseau Internet. Bien évidemment, la convergence des technologies fait qu'aujourd'hui, par la téléphonie mobile, on a un accès à l'Internet. La solution alternative qui doit prendre la suite du réseau Wi-Fi sur Courmes, aujourd'hui elle est identifiée par le SDAN, c'est à défaut de mieux, pour l'heure, le satellite. Les abonnements qui sont proposés dans le cadre donc, de la technologie satellitaire, il y a 8 opérateurs fournisseurs d'accès, dont Nornet, je pense que vous avez cité tout à l'heure. Ces opérateurs-là essayent de faire des packs, on va dire, qui permettent d'avoir toutes les typologies de services dans des mêmes offres. On peut tout à fait avoir la parabole, justement, Internet pour sa box fixe et avoir dans des offres liées les avantages d'offres téléphonie mobile. Donc ça, ce sont des stratégies commerciales. Du point de vue de la collectivité, il était important de pouvoir subventionner et accompagner une continuité de services Internet fixe sur Courmes. C'est pour ça que c'est la technologie satellite qui a été retenue, avec un subventionnement des 3/4, on va dire, ou plus du coût d'équipement. Voilà, oui, mais si j'ai bien compris la question de ce monsieur, c'est qu'avec la solution satellitaire qui arrive sur le secteur, les opérateurs de téléphonie vont se désintéresser de cette affaire-là, puisqu'on part sur des abonnements qui seront faits au niveau du satellite. C'est ça? C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en faisceau hertzien. Voilà. Et donc le faisceau hertzien, actuellement on est à 32 abonnés, les gens vont désintéresser du faisceau hertzien. Exactement. Ce qui fait que Orange aura quand même l'obligation de faire l'entretien du faisceau hertzien, alors qu'il n'y aura plus d'abonnés. D'accord. Et ils ne monteront pas en puissance. Ils ne voudront pas monter en puissance. Voilà, on est d'accord. Moi, je prends note de la situation de Courmes, en tout cas. Vous êtes en train de démontrer qu'une technologie peut en déshabiller une autre, quelque part, ou en concurrencer une autre, là où on a besoin justement d'une multiplicité de technologies pour assurer la fiabilité d'un réseau et une pluralité d'offres. Donc, je rajoute encore une autre chose, c'est-à-dire l'achat du pack satellitaire, c'est 399 €, et l'installation par un spécialiste, c'est aux environs 350 €. Oui. Donc les 300 € de subvention, elles sont loin de couvrir l'accès au satellite. Moi, pour ma part, sur le village de Courmes, c'est moi qui fais l'installation à titre gratuit, puisque c'est mon ancien métier. Donc je le fais à titre gratuit pour les gens qui habitent sur le village. Mais dans d'autres villages, les 300 € vont être un peu justes pour avoir accès à l'Internet. Je comprends. Le plafonnement de la subvention départementale et a fortiori de l'État obéissent à des moyennes nationales, on va dire, qui, je ne dis pas qu'ils nous sont imposés, mais auxquelles on devait faire référence. Les 150 € de l'État, c'est imposé aux collectivités, et il s'agissait pour nous de trouver un équilibre dans le financement qui rende la subvention suffisamment intéressante sans subventionner à 100% une installation, puisqu'à partir du moment où elle est subventionnée, les 350 € de coût d'installation, demain, pourraient eux-mêmes s'envoler. Et on favoriserait, j'allais dire, un surcoût, justement, de ces installations. Ce qui est prévu aujourd'hui, c'est qu'à la fois l'acquisition de la parabole et son installation sont subventionnées. Voilà, ce qui n'était pas gagné au départ. Après, sur les montants de subvention, on pourra toujours dire qu'ils sont trop faibles. Pour le village de Courmes, il n'y a pas de souci, c'est moi qui leur ai fait l'installation à tous les... Mais le CICTIAM propose, par exemple, pour les mairies adhérentes, une installation aussi pour leur faciliter la tâche. À quel coût nous sommes là-dessus? On facture quoi au CICTIAM? Ça dépend Stéphane? la durée. C'est Pierre. Non, pour l'installation, puisqu'en fait, là, on débat du taux de subvention. On annonce, nous, 400 € d'équipement subventionné à 300. Et ce monsieur nous dit, mais non, il y a 400 € d'équipement plus 350 d'installation. Donc les 300 € tombent terriblement. Est-ce que nous, on fournit pour nos adhérents, parce qu'il n'est pas question qu'on aille sur le marché, est-ce que sur les adhérents du CICTIAM,
on a une installation qui est moins chère que les 350 € annoncés pour un installateur chez un privé. Pierre Pentaric, il parle dans le vide. Ça, c'est pas possible. C'est rare. Hein. C'est rare. C'est pas normal. Merci. Donc pour les mairies, effectivement, on propose ce service. Hein, c'est 190 € la journée d'intervention, mais on parle des mairies et non pas des particuliers. Je crois que la demande fait C'est particulier. et sur les, Oui. sur les particuliers. Oui. Donc, Oui, non, mais c'était pour faire un parallèle par rapport aux prestations que nous faisons à nos adhérents. donc effectivement, c'est quelque chose qu'on fait dans le cadre de nos interventions au titre de l'exploitation. 190 € par jour d'intervention. Une commune qui est située loin de façon isolée, qui a une auberge communale, qui a besoin de mettre un service comme ça dans son auberge communale, le SICAM intervient non pas pour 350 €, mais pour 190. Ouais. Donc nos petits gars arrivent avec leur perceuse, font les petits trous sur le mur, positionnent la parabole et la branche. Sauf s'ils vont à Courmes, on a compris que c'était gratuit. Grâce à la présence de ce monsieur. Si Monsieur le Président le demande, effectivement. Bien, donc là, il faut faire voter cette affaire-là. Pourquoi il faut faire voter? Qu'est-ce que fait le SICAM là-dedans? Pour vous autoriser à signer la convention. Pour m'autoriser à signer la convention avec le Conseil général, je vous soumets donc d'approuver la proposition qui est faite au 3.3. 3.3. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. On passe maintenant au 3.4. Alors le 3.4, c'est la suite logique du rapport précédent hein, sur ce plan de soutien. 9 dossiers ont été subventionnés le 20 janvier dernier, après une instruction favorable et un vote du bureau syndical donc du 20 janvier. Et aujourd'hui, après donc 3 mois d'existence de ce plan, 46 nouveaux dossiers, si les chiffres sont les bons, hein, puisqu'on a essayé de globaliser jusqu'au dernier moment tous les dossiers reçus. 46 nouveaux dossiers ont été donc favorablement instruits. Donc pour les résidences principales des 15 communes qui ne disposent pas d'une ligne éligible à l'Internet. Et il vous est donc proposé de voter l'accord de cette subvention aux 46 foyers concernés. Oui, des questions? Pas de questions? Donc, je soumets cette affaire-là aussi à votre approbation. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Nous passons au 3.5, qui est les conventions territoriales d'investissement entre le CG06, le SICAM et les EPCI. Il y a là un point très important, parce que quand on annonce le schéma départemental d'aménagement du numérique avec 120 millions d'euros en 2 tranches, dont une première tranche de 90 millions d'euros, on se rend bien compte que les 15 millions que nous sollicitons au FEDER ne vont pas peser lourd, que les 15 millions que la région projette de nous donner ne vont pas peser lourd. Il faut donc une mobilisation des autres collectivités avec une situation qui se présente de façon particulière sur le pays des Lérins, qui à ce jour n'a pas délibéré pour participer à ce schéma départemental. Ils n'en ont pas besoin. L'intégralité du territoire du pays de Lérins se situe en zone d'investissement privé. Donc, au titre de la solidarité, je sais que le président Éric Ciotti a sollicité David Lisnard pour voir avec le président de PCI comment il pourrait y avoir une participation. Pour ce qui concerne MNCA, il y a un changement puisque l'article 49 de la loi MATPAM qu'on vient d'appliquer, l'article dispose que lorsqu'une des parties communes membres d'un syndicat mixte est associé avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole de la transformation, etc., il y a donc au niveau de la compétence un retour de la compétence sur MNCA qui doit redélibérer pour retransférer cette compétence au SICAM. Je vous la fais courte par rapport au texte que vous avez sous les yeux. Et à ce jour, on est dans l'attente du retour d'MNCA qui devrait se faire. Pour les autres syndicats, les choses avancent relativement bien.
avec des situations particulières pour lesquelles il y aura des efforts à faire. Je veux parler entre autres d'une communauté de communes qui est la communauté de communes des Vallées d'Azur que j'ai l'honneur de présider, qui est une toute petite communauté de communes rurales, mais importante, de 34 communes, mais qui n'a pas vraiment les moyens financiers de porter cette affaire-là. Donc là, on est en cours de discussion avec le président du Conseil général pour voir comment et de quelle manière le Conseil général pourrait augmenter sa participation sur la CCAA de façon à ce qu'on ne se retrouve pas pénalisé. Il est bien évident que je parlais d'enjeux financiers. L'enjeu financier, la participation de la CCAA n'est que de 1,6 million. Bon, ce qui pour nous, CCAA, est énorme. Hein. Notre budget global d'investissement hors école est de 2 millions. Donc quand on parle d'1,6 million, vous aurez compris que c'est colossal, quoi. C'est presque x2. Voilà, donc je vous propose de valider cette convention cadre. Qui veut parler de la convention cadre, Laurent? Oui, pour en préciser le cette contenu. convention territoriale d'investissement souhaite montrer que la construction du réseau très haut débit départemental n'est pas quelque chose qui est fait de façon autonome par un cabinet d'études dans son coin et puis plaqué sur un territoire sans nous consulter avec les intercommunalités. Le but de la convention est de définir un projet commun qui répondrait de façon la plus pertinente et précise possible à une stratégie de développement qui est celle définie par l'intercommunalité, qu'elle obéisse à un SCOT, si le SCOT existe, qu'elle obéisse à une stratégie de développement des services publics, de satisfaction des besoins des populations. Il s'agissait donc pour le CITIAM et pour le Conseil général de connaître au mieux les attentes des territoires, leurs priorités, leur niveau d'engagement, leur organisation, pour, dans une convention socle, une convention cadre, définir ce grand chantier commun, comment nous allons le porter ensemble, en termes juridiques, en termes organisationnels, avec des référents, des relations quasiment automatiques avec le CITIAM, puisque tous les domaines d'intervention publique sont concernés en tant qu'usage, santé, éducation, environnement, économie, et on en passe, mais aussi en termes organisationnels et de compétences, urbanisme, gestion domaniale, service au public, système d'information, voilà. Donc cette transversalité, vraiment, j'insiste, montre que le déploiement du très haut débit étant l'affaire de tous, on ne pouvait pas se permettre de ne pas associer de façon approfondie et anticipée les territoires. Donc la convention dont le modèle vous est proposé vise principalement justement à définir non seulement le cadre financier, combien est appelé de chaque intercommunalité, quelle somme, pour quel volume de prise, quel linéaire, quelles priorités et quelles organisations techniques, juridiques, institutionnelles mises en place. Voilà, c'est l'objectif principal de cette convention, en vous disant qu'aujourd'hui, sur les 7 intercommunalités des Alpes-Maritimes, 5 ont achevé leur parcours, leur procédure de transfert de la compétence au CITIAM et que les discussions autour de ces conventions sont très bien avancées au moment où je vous parle. Très bien. Y a-t-il des questions particulières par rapport à ces conventions cadres qui sont importantes avec des enjeux financiers importants? En signalant qu'avec la région aussi, on débat, on est en discussion. J'espère que ça va avancer. Il y a une question. Vous amenez un micro à la dame. Bonjour, je suis Madame Liège à la Roquette-sur-Siagne. Nous, on a un peu peur, je vous le dis franchement. Il y a des subventions faites pour l'arrière-pays où il n'y a pas du tout de réseau et c'est tout à fait normal, soutenu par le Conseil général. Et il y a les opérateurs du littoral où c'est privé. Et les petites communes à côté de cette zone-là n'ont rien. Pégomal, Auribeau, La Roquette. Et on voulait savoir si vous avez, vous, un programme qui incite à aider ces petites communes à faire leur numérique aussi, et surtout la fibre optique. Oui, alors là, je crois que vous êtes, vous, dans une zone intermédiaire qui est la zone AMI, la zone d'investissement intermédiaire. Et Laurent Ferraud peut nous en dire un peu plus sur le sujet. Sur cette zone intermédiaire, on vient d'évoquer les conventions nécessaires avec les intercommunalités pour définir les conditions d'investissement public, justement sur les 99 communes. Donc là, la collectivité est maître d'ouvrage et acteur.
Sur les communes comme celle de la Roquette-sur-Siagne, où une intention d'investir privé est annoncée jusqu'en 2020, la collectivité doit être dans une posture, j'allais dire, de vigilance et de juge, d'arbitre quant au bon déploiement concret des intentions d'investir annoncées. Donc dans ce cadre-là, et c'est la même situation que Tourette-sur-Loup, qui était évoquée tout à l'heure, des conventions vont être signées sous l'égide de l'État par le Conseil général, par l'opérateur, par la région, par l'intercommunalité, donc la CASA ou la CAPG, la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, pour justement fixer des jalons de l'engagement des opérateurs. Ces jalons temporels, opérationnels, nous permettront, dans la mesure du possible, dans un contexte concurrentiel qui est très difficile en ce moment, avec la fusion de Numéricable et de SFR, ça ne facilite pas les choses sur le Pays de Grasse et sur Grasse notamment. Mais dans ce contexte difficile, il s'agira pour nous d'inviter les opérateurs et de négocier avec eux sur les priorisations. En fonction du niveau de desserte ADSL, essayer de faire aller l'opérateur là où le service ADSL est moins bon, parce qu'il gagnerait en termes de pénétration commerciale du réseau très haut débit. Prendre en compte les sites prioritaires que j'évoquais tout à l'heure, ça vaut pour la zone publique, ça doit valoir aussi pour la zone privée, et au final apporter à chaque territoire, via les intercommunalités, qui se feront le relais vers les communes, tous les arguments d'information des populations. Arguments techniques de déploiement, arguments de délai de déploiement, de coûts, tout ce que les opérateurs devront s'engager à mettre à notre disposition dans le cadre de la convention qui s'appelle la Convention de programmation et de suivi des déploiements, la CPSD dans le jargon. Donc pour ça, le projet de convention aujourd'hui est voté au niveau du Conseil général, a été présenté à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse comme à la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis. On aimerait, pour se fixer nous-mêmes un jalon d'action temporelle, j'allais dire faire une grande messe de signature de ces conventions, en zone publique comme en zone privée, vers la mi-juin, à peu près. C'est le tempo qu'on se donne. Donc pour cela, il faudra que chaque intercommunalité ait prévu les délégations de signature de ces conventions pour être tous dans le même tempo. Voilà. Et à partir de là, les informations, les perspectives seront à la fois précisées et on reviendra vers vous avec plus d'informations. Je crois que Stéphane Vangelu veut ajouter un mot sur le sujet. De mon côté, je voulais également préciser qu'en 2015, nous sommes en cours d'étude pour évaluer les capacités de la collectivité à intervenir pour le très haut débit des entreprises et des sites publics. Cette régulation AMI, zone très dense, zone publique vaut pour le FTTH. On est en train d'essayer de définir ce que pourrait être un privé d'intervention pour les entreprises et pour les sites publics. Dans ce cadre-là, nous sommes en train d'évaluer le niveau de coût et la position des différents opérateurs sur l'ensemble du département en termes d'offres de prix et de présence physique partout sur le territoire. Première chose. Deuxième chose, nous sommes également en train d'évaluer l'ensemble des infrastructures existantes. Monsieur le maire de la Roquette-sur-Siagne nous a donné un coup de main en nous fournissant les réseaux fibre optique existants construits dans le cadre de la vidéosurveillance et qui se prolongent sur la mairie de Pégoma et qui pourraient être le début d'un commencement d'un réseau d'initiatives publiques destinées aux sites publics et aux entreprises. Donc ce sujet-là n'est pas oublié. Il est simplement à l'étude en 2015, devrait ou devra peut-être faire l'objet d'un ajout au schéma départemental, et en tout cas, c'est ce qu'on proposera au département en fin de mois. Bien, merci Stéphane. Madame, je crois que vous avez eu un complément d'information assez fourni, et vous voyez que ce sont des zones qu'on ne laisse pas pour compte, au contraire. L'ambition du département, c'est que vraiment tout le monde soit servi. Ça m'amène... Est-ce que j'ai fait voter là? Je me souviens plus. Donc je soumets à votre vote la convention de territoire d'investissement entre le CG06, le CICAM et les EPCI, CASA, CARF, CAPG, CAA, CCPP, MNCA. Excusez-moi du raccourci. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour, adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dans le droit fil de la discussion que nous venons d'avoir, nous avons en 3.6 la création d'un
réseau d'initiatives publiques dans les Alpes-Maritimes. Je pense que là, c'était quelque chose que beaucoup d'entre nous attendaient. Nous ne partageons pas tous, quand je dis pas tous, pas chez nous, pas de notre côté, mais tous les acteurs, on va dire, des réseaux ne partagent pas ce point de vue de conserver pour nous la propriété et avoir une initiative publique en termes de gestion de réseau. Mais je crois que pour les collectivités, pour les communes, pour le département, il est important aujourd'hui d'avoir ce type d'initiative. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, mieux vaut tard que jamais. Et je reste convaincu qu'avec cette initiative-là, nous aurons demain la possibilité, comme on dit, d'être chez nous et d'utiliser des réseaux pour nos propres services avec la rémunération que l'on peut en attendre, soit directe par les usages, soit indirecte en autorisant certains à s'en servir. Est-ce que quelqu'un a 2 mots à dire là-dessus? Parce que c'est un point qui est relativement léger, puisqu'on rentre en procédure. C'est simplement là, le lancement de la procédure de DSP pour gérer cette initiative qui a été la nôtre inscrite dans le schéma départemental d'aménagement du numérique. Oui. Ouais. Conseiller régional et représentant aujourd'hui du syndicat mixte ouvert PACA très haut débit. Je répétais pour pouvoir le dire d'un seul bout, en résumé, le SMO PACA THD. Ça fait du bien quand on est au bout. Voilà. Alors, pour les représentants des membres du SICTIAM qui sont ici, qui ne sont pas au courant, le SICTIAM est membre du syndicat mixte, membre associé, et nous sommes membres du SICTIAM, et nous avons des coopérations très serrées, très fructueuses depuis maintenant bientôt 2 ans. Nous avons pas mal travaillé. Nous n'avons pas réussi à travailler suffisamment pour que cette DSP soit commune. Nous venons nous aussi de lancer notre procédure de DSP pour des raisons qui seraient très compliquées d'expliquer, mais que Charles-Ange connaît très bien. Nous n'avons pas pu faire cette opération qui aurait été très utile à la fois pour nous et pour le SICTIAM. Je ne désespère pas que nous puissions converger a posteriori, mais effectivement, ça aurait été plus sympathique d'avoir une DSP pour plus de 150 000 prises plutôt que 2 DSP de moins de 75 000 de mémoire. Donc, on fera avec. Notre procédure est partie. Ce dont je voudrais témoigner, c'est qu'il est quand même très difficile. Il faut être vigilant sur la durée de la procédure. La procédure DSP, ça peut être très long et on est tenu par les délais, en particulier sur le FEDER. Donc, on va s'aider mutuellement. Oui. Pour avancer le plus vite possible et tenir au maximum ces délais. Mais je pense qu'à terme, on aura de beaux réseaux d'initiatives publiques sur l'ensemble de nos départements alpins en général. Puis qui sait, nous irons aussi peut-être voir le Var et les Bouches-du-Rhône. Quand ils se sont réveillés, ils viennent de frémir, ils bougent. Donc peut-être nous serons avec eux bientôt pour un vrai réseau d'initiatives publiques régionales. En tout cas, bravo de partir dans cette démarche. Oui, mais merci de ce témoignage en tant que membre du SMO PACA. Merci de votre présence aussi, toujours en appui du SICTIAM. Et je dirais que malgré nos prises de participation croisées, nous ne sommes pas arrivés pour des problèmes de compétences. Et c'est l'autorité préfectorale qui nous a arrêtés dans cette démarche. Donc, il est vrai que peut-être qu'un jour ou l'autre, nous nous retrouverons, puisque, je le précise parce que ça n'a pas été dit, nous sommes tous les deux dans une délégation de service public de type affermage. D'autres questions ou interventions? Donc je le soumets à votre vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Je vois que les pour se lèvent de moins en moins nombreux. Est-ce qu'il y aurait une tendance à l'assoupissement? Je ne sais pas. Peut-être qu'en ce milieu d'après-midi, il fait peut-être trop chaud dans la salle, je ne sais pas. Nous passons à la validation de l'avis de la CCSPL. Qui c'est qui nous en parle? C'est Laurent. Je m'en charge. La commission consultative des services publics locaux. Donc, dans le droit fil du rapport précédent où le SICTIAM vient de voter un avis de principe sur la mise en place d'une délégation de services publics de type affermage, la loi prévoit
qu'avant de se prononcer sur cet avis de principe, une commission doit être réunie pour se concerter avec les usagers. Cette commission a été réunie par le CICTIAM le 27 février dernier au Conseil général, sous la présidence de M. Léoni, qui est ici dans la salle. Elle a réuni 3 associations représentantes des usagers, l'ADIL en matière de logement, l'Association des paralysés de France également pour le handicap et Région Verte. C'est les représentants donc, et les membres de cette commission consultative des services publics locaux ont dû se prononcer sur un rapport leur présentant les caractéristiques de la future délégation de services publics, ses objectifs, ses motivations, ses raisons d'être, les alternatives également à la DSP, les montages de type partenariat, régie, etc. Et sur la base du rapport qui lui a été présenté, la commission a émis un avis favorable à l'unanimité. Donc c'est pour cette raison que je suis amené à présenter au CICTIAM de se prononcer sur l'avis émis par la CCSPL pour conforter, la procédure l'exige, l'avis de principe sur le recours à la délégation de services publics. Voilà, Monsieur le Président. Très bien, merci Laurent. Y a-t-il des questions sur cet avis? Je n'ai pas vu le président qui préside la commission, M. Léoni. Il est où? Ah, il est là. Voilà. Je cherchais à vous repérer, je n'arrivais pas à vous trouver. Merci en tout cas d'avoir présidé cette commission. Donc le comité syndical doit aujourd'hui valider l'avis de la commission consultative des services publics locaux. Je pense que ça ne doit pas vous poser de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Cette fois, c'est monté. Ça a été même énergique. Conventions diverses. Non? Ah, point de travaux de mutualisation. C'est Stéphane qui le fait. Dans la construction de ce grand chantier, il s'agit de tirer 3800 km de fibre optique sur le haut pays, dans 99 communes. Donc tirer 3800 km de fibre optique, ça ne veut pas dire faire 3800 km d'ouverture de voirie. On a par contre, de temps en temps, on est à la chasse d'opportunités de travaux avec un certain nombre de partenaires comme ERDF, RTE, Arteria, Veolia, les EPCI lorsqu'elles font des travaux, les communes lorsqu'elles font des travaux. L'idée là est bien sûr de profiter de travaux faits par d'autres opérateurs pour enfouir de manière coordonnée le nombre de fourreaux nécessaires pour le projet très haut débit. Les premiers éléments de cette diapo sont des éléments d'information, de rappel. On a déjà lancé un certain nombre d'opérations, une à Entrône d'enfouissement coordonné avec ERDF. Villeneuve. Villeneuve-en-Trône. Ah oui, c'est important. Pardon, Président. Le chantier est quasiment terminé et doit être réceptionné bientôt. On a également commandé en 2014 une opération à côté de la Trinité, entre la Trinité et Comte, avec RTE cette fois-ci, sur environ 2 km. On vous propose dans les délibérations d'aujourd'hui de lancer deux autres opérations de mutualisation de travaux. Si tu peux m'avancer la diapo suivante. Merci Pierre. 2 autres opérations de mutualisation. Donc une opération de mutualisation en continuité ici de l'opération commandée avec RTE l'année dernière et qui va permettre de continuer le tracé pour remonter totalement jusqu'à Comte et pour aller sur Châteauneuf-Villevieille et éventuellement remonter sur Tourette-les-Vins. Cette première opération est donc une opération avec ERDF, d'enfouissement classique, avec qui on a signé nos conventions trilatérales, si ma mémoire est bonne, CG06, CICTIAM et ERDF. La deuxième opération, c'est une opération d'un autre genre. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de poser des fourreaux dans le cadre d'un chantier. Les fourreaux sont déjà existants. Il s'agit d'un tracé d'une ligne très haute tension posée par RTE. RTE, je ne sais pas si vous le savez, mais n'a pas le droit de commercialiser en direct de la fibre. Ils ne sont pas là pour ça. Ils ont donc créé une filiale qui s'appelle Arteria. Arteria nous a proposé une opération de co-investissement. Donc là, il s'agit de tirer un câble de fibre optique de 72 brins, de se le partager
entre le CITIAM et Arteria pour un coût de 245 000 € pour un droit d'usage de ce câble pendant une durée de 30 ans. Tu peux revenir à la précédente ? J'ai oublié de vous donner les coûts du premier chantier. Le premier chantier, donc, c'était aujourd'hui un coût qui n'est qu'approximatif de 468 000 € environ. C'est un coût qui est évalué là au mètre linéaire en fonction du chantier que nous avons fait à Antrone. C'est donc la réplication du coût d'Antrone sur l'opération de la Trinité-Comte. Ce qu'on vous propose, c'est d'autoriser le président à signer les conventions à venir dans la mesure où les dépenses n'excéderaient pas les montants indiqués ici. Donc 468 810 € hors taxe, c'est précisément pour quels travaux, pour quel chantier? Si on peut revenir C'est sur Trinité-Comte, la hein, que ce soit bien clair dans l'esprit. La totalité du trajet en partant d'ici, le rond-point qui est au sud de Comte, dépasser Comte, rentrer dans Châteauneuf-Ville-Vieille et partir vers Tourette-les-Vins. D'accord. Alors on est forcément beaucoup moins cher sur la deuxième opération, puisque sur cette deuxième opération, on ne fait que louer un droit d'usage de fibre optique sur une durée longue. Donc là, nous ne serons pas chez nous. Nous serons chez nous, pouvons faire de la fibre optique ce que nous voulons. Ouais. La fibre optique nous appartiendra pendant 30 ans, mais nous ne disposerons pas du génie civil. D'accord. Et là, on fait quelle liaison? C'est Monaco-La Trinité. Monaco-La Trinité. Alors peut-être un complément d'information sur Monaco-La Trinité, je crois que c'est important. On ne se trouve pas, et vous l'avez sûrement remarqué, en zone d'intervention publique. On se trouve en zone d'intervention totalement privée. Donc l'idée là du CICTIAM, elle est multiple. D'abord, c'est de profiter de cette opportunité qui est un coût de prix unitaire battant toute concurrence. On arrive à 50 centimes d'euros par mètre linéaire et par an pour disposer de cette fibre optique. Le deuxième constat, c'est que cette fibre optique va permettre de desservir l'ensemble des entreprises, zones d'activité le long de ce tracé. Et le troisième constat, c'est que ce maillon, c'est la capacité de notre réseau public se trouvant dans le nord du département de venir se raccorder avec les autoroutes de l'information se trouvant sur le littoral. Et donc de disposer, sans devoir passer par quiconque, d'un accès à l'Internet national et international. La fibre autorisant un débit illimité. Non, non, mais je pose des questions. Il faut bien que je me fasse un peu candide de temps en temps. En tout cas, dont les limites ne sont pas totalement perçues aujourd'hui. Voilà. Ce qui est... Ou de Normand. Arrêtez de taper sur les politiques. Sans ça, on va jamais s'en sortir. Aujourd'hui, quand on achète tapons un peu sur les Normands, on est dans le sud, là, on en profite. Quand on achète un accès sur la fibre optique, on achète classiquement du 10 gigabits. Ce que vous n'estimez pas aujourd'hui avoir à la maison. Ce qu'un opérateur achète pour relier son réseau à un autre réseau, c'est classiquement du 10 gigabits. La fibre, une seule paire de fibres nous permettra plusieurs fois 10 gigabits. Plusieurs fois 10 gigabits. Là, on disposera de 16 paires de fibres. Donc là, on est investi, on va dire, on en dispose pendant 30 ans, mais la montée en puissance, on peut l'imaginer, être à saturation à quel moment? Je ne l'imagine pas. On ne l'imagine pas, d'accord. Non, mais c'est bien de le dire aussi. Ça dépend des capacités des équipements actifs. Désolé de me réveiller, mais c'est une discussion un petit peu longue. Pour votre info, la région vient d'acquérir, après une négociation auprès d'Orange, une fibre optique qui se trouve dans le ballas du train d'Épines, pour le faire vite, entre Nice et Digne. Que vous aviez, depuis longtemps d'ailleurs. Oui, c'est une histoire une vieille histoire. Qu'on ne va pas exposer ici. Enfin, ça veut dire que nous disposons maintenant de cette liaison qui, au passage, peut permettre de desservir toute la haute vallée du Var et tout le nord-ouest du département, à partir du chemin de fer d'Épines, qui se trouve une nouvelle utilité après sa nouvelle jeunesse. Ce qui nous laisse espérer une montée dans l'Estéron, parce que là je dis, il y a les élus de l'Estéron qui sont très très présents, assez rapidement, puisque quand on va monter dans la plaine du Var, derrière on pourra récupérer ces affaires-là en pied de vallée,
Qui c'est qui parle là? C'est René Gildoni. Je les ai réveillés. D'un coup, je suis allé les taquiner. Le RDF veut créer 11 410 mètres de son réseau haute tension. Et là-dedans, il propose de mettre de la fibre optique. Quelle est la réaction par rapport à cette haute tension? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Non. Aujourd'hui, cette fibre est utilisée de façon très classique, y compris sur le réseau aérien très haute tension. Alors que ce soit l'opération pour vous montrer là est souterraine également, c'est de la très haute tension. Il n'y a pas de lien en fait. Ça complique un petit peu l'exploitation puisqu'on ne peut pas intervenir sans être habilité, sans demander à RTE de nous accompagner. Mais d'un point de vue totalement optique, ça ne change rien. Donc il vaut mieux profiter. Non, il vaut mieux profiter de ces opérations qui sont des opérations pas chères plutôt que de vouloir à tout prix enterrer en propre dans nos propres fourreaux. Très bien. Donc, nonobstant toutes ces précisions techniques qui sont importantes, nous avons là, avec ce point que j'ai nommé le point 3.8, travaux de mutualisation, que je dois vous faire voter. Je dois faire voter ça ou non? Oui. Ouais. Donc, que je soumets à votre vote. Qui s'abstient, qui est contre et qui est pour, adopté à l'unanimité. Je vous remercie, en précisant bien évidemment que cette évolution s'inscrit dans le schéma départemental d'aménagement du numérique. On avance dans les dépenses du SDAN. Nous passons au point 4 de notre ordre du jour avec les conventions diverses, à commencer par la convention de prestation de services pour la mairie de Draps, élaboration N4DS. Qui s'en occupe? Un peu là-dessus. Peut-être que pour les conventions, on peut faire comme pour tout à l'heure, au niveau des affaires de personnel. Oui. Les passer peut-être toutes et les voter à la fin. Donc là, il y a un certain nombre de conventions. Donc celle-ci. S'il en est une que vous voulez sortir du vote, vous le précisez au fur et à mesure et on la vote individuellement. Enfin, je ne pense pas que ce soit le cas. On aura réponse à tout, du moins j'espère. Oui, j'espère aussi. Donc là, vous avez une convention qui a été mise en place pour le travail à façon que le CITIAM réalise pour la commune de Draps, c'est-à-dire les états de fin d'année concernant leur paye de 2014. Et donc, il y a une convention qui est mise en place pour que les travaux soient réalisés par les agents du CITIAM, moyennant un coût de fabrication de cette N4DS qui est en fait les états de fin d'année, URSAF, CNRACL, etc. En lieu et place des agents de la collectivité. Donc, je vous propose d'accepter le projet de la convention à intervenir entre la mairie de Draps et de donner la délégation de signature à M. Zanin Jean-Paul pour la dite convention. Oui, convention suivante. Convention cadre avec le CDG 06, donc là c'est une continuité donc pour bénéficier des services sociaux du centre de gestion des Alpes-Maritimes. Nous avons une convention pour la mise à disposition d'une assistante sociale qui vient chez nous régulièrement pour recevoir les agents qui le souhaitent ayant des difficultés sociales. Donc, bien, avant de passer au suivant, je suis obligé de vous quitter pour des raisons d'emploi du temps. Je n'arrive pas à rester avec vous au-delà de ce qu'il est possible. Vous imaginez qu'en ce moment, je suis un peu sur une période surbookée, donc je cède la parole et la présidence à Jean-Claude Russo, notre premier vice-président, que je veux d'ailleurs remercier d'être à la fois assidu en tant que président de la commission d'appel d'offres, et vous aurez à délibérer tout à l'heure d'une petite modification de cette commission, et en même temps de lui dire un grand merci d'être aujourd'hui avec nous, parce que Jean-Claude a été souffrant, il a été malade quelque temps, il nous revient en grande forme et je veux lui dire non seulement tous mes voeux de poursuite de son bon rétablissement et je lui cède la présidence en vous souhaitant à toutes et à tous une bonne continuation pour ses travaux. Donc je continue avec la troisième convention de prestation, qui est encore une convention de prestation à façon, qui a pour objet la fabrication de la paye du CCAS de la ville de Cannes,
qui nous a confié en fait la réalisation et la production de leur bulletin de paye, que nous faisons déjà par ailleurs, évidemment. C'est une nouvelle activité chez nous qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et c'est le service support SICTIAM qui s'en occupe et qui met en place les payes de la collectivité depuis janvier. Alors je poursuis avec le point 4.4, qui est dans la même lignée que celui d'avant, qui est aussi la fabrication de la paye pour cette fois-ci le centre Alpha, qui est un établissement adhérent au SICTIAM. Le Loup. Donc avec bien sûr des bulletins de salaire un peu moins nombreux qu'au CCS de Cannes, mais c'est le même principe. La convention 4.5 est une convention de renouvellement de prestations de la fabrication et élaboration de la paye également pour le syndicat mixte développement de la vallée Vésubie et du Val-de-Roure. Donc dans la même lignée que les deux précédentes. Val-de-Blore, dans la même lignée que les deux précédentes. La 4.6 qui est une convention de prestation de services d'élaboration de la paye également pour la mairie de Roquefort-les-Pins, qui est un début aussi, mais je ne sais pas si elle est confirmée encore, mais en tout cas c'est un projet qui est en cours. Convention de préfinancement pour la mairie de Beaulieu, là nous sommes dans un préfinancement de l'investissement informatique, comme nous le faisons assez régulièrement pour un certain nombre d'équipements de la ville de Beaulieu, qui est à hauteur de 7 350 €, donc ce n'est pas une grosse somme, mais en tout cas, ils nous ont demandé à s'occuper de ce préfinancement. Ensuite, nous avons en 4.8 une nouvelle convention d'adhésion très récente, qui est l'adhésion de la ville de Bandol, qui a délibéré vendredi dernier, donc c'est très récent, pour nous rejoindre sur des compétences application métier et dématérialisation dans un premier temps. Donc c'est une ville de 15 000 habitants sur le littoral varois, pour ceux qui ne savent pas. Donc une cotisation sur ces deux compétences de près de 33 000 € par an. Ils sont très riches, Bandol. 4.9, convention de préfinancement avec la mairie de la Seine. Un très gros projet, la ville de la Seine est une des grosses collectivités adhérentes au SICTIAM, 60 000 habitants. Et ils ont aujourd'hui un projet d'infrastructure interne qui nécessite un certain nombre d'équipements de haute technologie pour la réplication, pour un certain nombre de sécurité de données. Et la ville nous sollicite donc sur un préfinancement à hauteur de 91 000 €. Je réexpliquerai peut-être le principe de préfinancement rapidement pour vous donner les éléments contractuels de convention entre la ville et le SICTIAM. En 4.10, convention d'assistance avec la CEMIAC. Alors, la CEMIAC est actuellement est une EPCI qui va devenir régie sous l'égide de MNCA. Donc, pour pouvoir répondre à un besoin urgent qu'ils avaient en termes de marché public, nous avons mis en place une convention en attendant que la structure devienne régie sous l'égide de Métropole de Nice. Donc, nous avons mis en place cette convention pour ne pas les bloquer et pouvoir leur donner le service. Donc, un montant de 500 € d'adhésion sur le sujet pour eux. Le 4.11 est la mise en œuvre du schéma développement des usages et services numériques, convention entre le SICTIAM et le pôle numérique. Qu'est-ce qui peut m'en parler plus que moi? Alors, en fait, cette convention a été mise en œuvre pour définir des conditions dans lesquelles le SICTIAM et le pôle numérique collaborent pour aider le SICTIAM à déployer SIGAL sur son territoire. SIGAL, donc dans le cadre du schéma de développement des usages et des services dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, on a souhaité mettre en 2015 déjà en œuvre un certain nombre d'actions opérationnelles qui sont indiquées d'ailleurs dans ce schéma des usages. Il y en a une qui s'appelle le déploiement d'un réseau sans fil public homogénéisé, c'est-à-dire que l'idée c'est de permettre aux habitants, aux salariés, à tout le monde de se connecter quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire, en Wi-Fi, avec le même nom d'utilisateur, mot de passe, et de façon transparente en se déplaçant sur le territoire.
C'est un projet qui a été déjà déployé par la Drôme, donc qui a déposé cette marque SIGAL. La Drôme utilise un SIGTIAM uniquement orienté usage qui s'appelle Pôle numérique. Et donc l'idée, là, c'est de passer une convention avec cette structure pour qu'elle nous assiste et qu'elle nous permette d'accélérer le déploiement de cette solution dans les Alpes-Maritimes. C'est une solution que nous avons également proposée, imaginée, intégrée dans une coopération avec la région Ligurie. Ça, c'est plutôt un projet à l'étude. Et donc, on aurait à terme un réseau Wi-Fi unifié, Drôme, PACA, région Ligurie. Voilà. Pierre va peut-être nous parler de la prochaine convention, qu'il s'agit d'archivage électronique et d'accompagnement d'EFISA en dométique. Oui, tout à fait. Donc EFISA est une société qui est spécialisée dans tout ce qui va autour de la dématérialisation. Et ils vont nous accompagner sur différents projets, 3 en particulier. Donc il y a toute la partie archivage. Donc pour mémoire, on a déposé un agrément de tiers archiveur le 1er janvier dernier. On devrait avoir notre audit au mois d'avril, élaboré par... voilà. Par le SIAF. Le SIAF, c'est l'organisme national qui s'occupe de l'archivage. Donc, à partir du mois d'avril, si les choses se passent bien, on devrait être agréé tiers archiveur. Donc, c'est quelque chose de plutôt bien. EFISA va nous accompagner aussi sur d'autres projets. Un projet de formation diplômante autour de la dématique. La dématique, c'est un terme qui signifie en fait la dématérialisation dans le sens général. Imaginez comment mettre de la dématérialisation au sein de vos communes et former les personnes autour de ce thème-là et sanctionner par un diplôme. Et 3e gros projet sur lequel nous aurons un accompagnement, c'est la mise en place d'une autorité de certification. Donc une autorité de certification, c'est une entité qui a la possibilité de délivrer des certificats électroniques. Donc à terme, si les choses se passent bien, si le ticket d'entrée n'est pas trop important non plus, parce que ça coûte cher à mettre en place, et si nous avons suffisamment de partenaires nationaux, parce qu'il ne faut pas imaginer que le SIGTIAM puisse le réaliser tout seul, donc il faut qu'on mette en place pas mal de partenariats pour pouvoir arriver à cet objectif-là. On pourrait délivrer nos propres certificats et du coup baisser grandement le coût de délivrance des certificats. C'est l'objectif. L'idée, ce n'est pas de pouvoir délivrer des certificats pour pouvoir délivrer des certificats, mais c'est de passer de 100 € à l'heure actuelle à 30 €. C'est les tarifs qui nous ont été annoncés. Donc, si on arrive à cet objectif-là, on sera content. Mais pour l'instant, on passe à l'étude, on va faire les estimatifs financiers et essayer de trouver des partenaires nationaux pour réaliser cet objectif. Voilà. Oui, actuellement, le SIGTIAM distribue des certificats en tant qu'autorité d'enregistrement seulement. Donc, parce qu'on passe par un opérateur qui nous les fournit. Et l'objet, c'est d'enlever cet intermédiaire et de devenir nous-mêmes autorité. Bon, c'est un gros travail. On avait déjà fait une étude il y a quelques temps, quelques années même. C'est assez compliqué. Il y a un coût d'entrée, évidemment, pour le faire, mais il y a aussi une récurrence d'audits qui sont aussi très pénalisantes financièrement dans la durée. C'est pour ça qu'on essaye de se regrouper avec des structures similaires au SIGTIAM dans d'autres départements en France pour essayer de constituer cette autorité de certification. Alors, les 2 suivantes de conventions sont justement liées à un partenaire structure similaire au SIGTIAM avec qui nous travaillons depuis quelques années déjà sur les aspects de dématérialisation. On l'a déjà dit, mais pour faire rapide, nous avons aujourd'hui 12 partenaires en France qui utilisent nos solutions de dématérialisation que nous avons développées au SIGTIAM. Nous mutualisons ces solutions sur ces structures avec des conventions, bien sûr, qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Et pour cette structure qui s'appelle le SDITEC, qui est en Charente, qui est un organisme départemental comme SIGTIAM sur des sujets informatiques collectivités locales, travaille avec nous depuis l'origine de nos outils, mais on a remodelé un petit peu l'offre partenaire et donc on remet en place les conventions en fonction de ce nouveau modèle économique entre guillemets que nous avons mis en place, de manière à ce qu'on soit en règle avec la tarification. Alors nous avons une première convention qui donne accès à cette structure partenaire
à nos outils de dématérialisation à hauteur de 2500 € par an, comme tous les autres partenaires, et une convention en 4.14 qui est la même chose, sauf que c'est pour l'hébergement de cette solution. Parce que nous hébergeons aussi les solutions de nos partenaires dans notre data center de Sofia. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons 12 partenariats en France similaires à celui-ci, qui est aujourd'hui quand même un revenu non négligeable pour le SICTIAM par rapport aux ressources nécessaires pour les maintenir et faire le support sur le sujet. Maintenant, je vous demande de voter pour l'ensemble des conventions. Sauf si vous voulez qu'on les prenne une à une ou on vote en bloc? Ouais, en bloc. Alors, voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Ben, je vous remercie. Comme qui est pour? Ben, je vous remercie. On va voir le point 5, qui est l'appel d'offres. Modification de la composition de la commission d'appel d'offres. Le comité syndical, à l'occasion de la séance du 5 mai 2014, a élu les membres de la CAO comme suit. Jean-Claude Rousseau, délégué titulaire de Mougins. Hervé Romano, délégué titulaire du syndicat des Trois-Vallées et de la commune de Saint-Auban. Raoul Vérani, délégué titulaire de la commune de Théry. Madame Denise Leiboff, déléguée titulaire de la commune de Lieuche. Monsieur Roland Larbre, délégué titulaire de la commune de Gorbio, en tant que membre titulaire de la commission d'appel d'offres, une seule liste. Et Jean-Paul Léoni, délégué titulaire de la commune de Bérol. Madame Monique Guiglion, déléguée titulaire de la commune d'Aspremont. Madame Magali Imbert, déléguée titulaire de la commune de Gillette. Monsieur Alexandre Charbet, délégué titulaire de la commune de Massouan. Monsieur Romain Poitevino, délégué titulaire de la commune de Péonne, en tant que membre suppléant de la commission d'appel d'offres. Une seule liste. Monsieur Rousseau étant premier vice-président du SICTIAM, il a vocation à représenter le président du sein de la CAO, donc il est donc nécessaire de le remplacer en tant que membre titulaire de la CAO. Alors, quelques éléments. Alors, nous avons appris ça récemment, cette incompatibilité, suite à un marché sur lequel nous avons eu un petit contentieux avec la préfecture et pour lequel nous avons dû remettre en œuvre un nouveau marché. Nous avons eu la répression des fraudes qui a été invitée et participé à notre commission d'appel d'offres pour être tranquille, justement, cette fois-ci. Et c'est elle qui nous a appris que M. Rousseau ne pouvait pas être à la fois vice-président du SICTIAM et président de la CAO. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui... C'est-à-dire que je ne peux pas représenter le président et être membre et président et titulaire de la CAO. Voilà. Alors donc aujourd'hui, il est nécessaire de compléter les effectifs de membres de la CAO titulaires. Et donc on demande si aujourd'hui certains d'entre vous seraient intéressés, volontaires pour faire acte de candidature à la CAO en tant que membre titulaire. Monsieur Fonteny, monsieur... j'ai plus oublié. Donc, est-ce qu'on doit procéder à un vote? Oui. À main levée? À main levée. Oui. On fait ça. Sinon, on peut en mettre deux de plus. Hein. On peut l'augmenter? On peut l'augmenter de mettre deux de plus. Hein, parce que souvent... oui, souvent, c'est pas une obligation d'être assez pas beaucoup, hein, comme tu l'appelles. Oui, ben moi, si vous en êtes d'accord, on peut peut-être la porter à 6 membres en membres titulaires. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur le vice-président et président de la CAO, ouais. Moi, je pense que... Monsieur Gildoni et monsieur Fonteny. Ouais. C'est bon, on fait ça? C'est bon? Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Oui, il faut un suppléant de plus, effectivement. Il faut un suppléant de plus, c'est vrai. Bon, mais il n'y en a que 5, il en faut un sixième. S'il y a 6 titulaires, il faut 6 suppléants. 6 suppléants. Allez. Voilà, allez, tu notes. Ben, merci beaucoup, hein. Merci.
Merci beaucoup. Voilà, merci. Donc maintenant, il faut le point 5.2, composition de la commission de délégation des services publics, DSP. Alors ce point, on ne l'aborde pas aujourd'hui. Il a été prévu à l'origine, mais on s'est un petit peu trop pressé. Étant donné que nous avons les élections départementales qui arrivent, donc nous attendrons le 30 mars, le 29 mars étant le deuxième tour, on attendra au-delà du 30 pour remettre à l'ordre du jour du prochain bureau la désignation de cette commission. Puisque dans cette commission, il y aura forcément des représentants du département. Et donc, on va attendre que ces élections soient percées pour ne pas avoir à le refaire entre aujourd'hui et le 30 mars. Maintenant, on va passer au point 5.3. Marché 5 2015, acquisition d'un logiciel d'analyse de risque MAPA. Le CICTIAM souhaite se doter d'un logiciel d'analyse de risque pour ses propres besoins et ceux de ses adhérents. Les fonctionnalités attendues sont les suivantes: application web, génération des rapports, fourniture et référentiel et outils d'aide à la décision. Il est proposé d'approuver le lancement de cette consultation qui prend la forme d'un MAPA et de donner délégation de signature à M. Jean-Claude Rousseau pour le futur marché. On n'a pas quelque chose à rajouter, Pierre? Personne n'a... Il s'agit de RGS, c'est ça? De référentiel général de sécurité, qui est aujourd'hui une norme que l'État nous impose et que nous devons mettre en place. C'est le risque informatique. Exactement. Voilà. C'est le risque informatique. Risque informatique. Qui est pour? Ouais, pardon? On l'a pas. On l'a pas. Il faut qu'on fasse un appel d'offres. Il faut qu'on fasse un appel d'offres. Malheureusement. Bon, alors, oui. Ouais. 15 000 euros à peu près. Bon. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Bon, ben, je vous remercie. Alors, le marché 5.4. Marché 6 2015, lancement d'un marché d'assistance pour un projet de certification MAPA. Le CICTIAM développe et déploie depuis plusieurs années des services dématérialisés à destination des communes afin de permettre d'accomplir un ensemble de formalités tant à sa destination des citoyens et des entreprises que des administrations de tutelle. Le CICTIAM s'est de plus doté récemment d'un nouveau service d'archivage électronique. L'ensemble de ces services est mis en œuvre en respectant les bonnes pratiques, l'état de l'art, les normes et autres référentiels applicables afin de se conformer à l'ensemble des lois et des réglementations qui s'appliquent. Bien évidemment, tous les services nécessitent une identification plus ou moins forte afin, entre autres, d'avoir la garantie d'origine des personnes ou des sociétés qui transmettent des informations, voire qui sont amenées à signer les documents numériques échangés. Afin de répondre à ces besoins, le CICTIAM utilise en particulier des certificats électroniques émis par une autorité de certification privée pour laquelle il joue le rôle d'autorité d'enregistrement afin de pouvoir délivrer ces certificats électroniques à ses adhérents. Le projet envisagé concerne la mise à disposition de certificats électroniques pour les collectivités. Le projet passe ainsi par la création d'une autorité de certification conforme au règlement européen du 2307-2014, dans la mesure où ce dernier peut être vu comme une évolution du RGS. L'objectif du CICTIAM est ainsi de devenir un prestataire de services de confiance, qualité, au sens du nouveau règlement européen et de l'IDAS, avec la possibilité de délivrer les certificats eux-mêmes qualifiés, afin de pouvoir effectuer des signatures électroniques qualifiées. La mission se déroulerait en différentes phases envisagées. Phase 1, cadrage de la mission. Phase 2, élaboration d'une politique de certification. Phase 3, préparation d'un cahier des charges. Phase 4, lancement d'un appel d'offres adapté. Phase 5, dépouillement. Phase 6, mise en œuvre et réception. Phase 7, préparation à la certification optionnelle. Et phase 8, mise en œuvre d'un AGP optionnel. Il est proposé au comité syndical d'accepter le projet présenté, de décider de lancer une consultation sous forme de MAPA et me donner délégation pour le marché à intervenir. Tu veux rajouter quelque chose, Pierre? En fait, c'est un complément de ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On voulait lancer une étude et ça vient donc se coller à cette étude. L'objet étant de devenir autorité de certification.
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Bon, ben, je vous remercie. Alors, point 6 d'actualité, tableau des adhésions 2015, 6.1. Alors, il y a la mairie de Bandol, compétence 3 et 8, date de la libération du 6-3-2015. Le CCAS de Pont-Saint-Esprit, toute compétence, 29-1-2015. La commune, alors, les retraits, mairie du Puy-Saint-Vincent, date de la libération 28-11-2014. Mairie de Grimaud en attente. Alors, on a parlé tout à l'heure de Bandol. Le CCAS de Pont-Saint-Esprit a rejoint l'adhésion que la ville a déjà engagée avec nous depuis maintenant une bonne année et demie concernant les adhésions. Donc, d'autres projets sont en cours, évidemment, mais on n'est qu'au mois de mars, début mars. Mais bien sûr, on a d'autres collectivités qui nous sollicitent et qu'on va avoir très prochainement d'ailleurs. En termes de retrait, nous avons donc eu le retrait de la mairie de Puy-Saint-Vincent qui est dans les Alpes, les Hautes-Alpes, pardon. Ils étaient arrivés chez nous pour la dématérialisation en 2013. Une personne était secrétaire générale à l'époque dans ce lieu qu'on connaissait, donc elle avait utilisé nos outils. Il y a eu un changement de municipalité. Il n'y avait pas de mauvaise qualité de service ou quoi que ce soit. Hein. C'est tout simplement un choix politique qui a été fait après. Remplacement des élus, remplacement des effectifs de la direction de la ville. Bon, voilà, donc c'est un effet qui n'a rien à voir avec la qualité de service ou le service produit. Et la mairie de Grimaud, qui est une mairie aussi qui est rentrée pour la démat il y a quelques temps chez nous, il y a à peu près 2 ans, a changé d'orientation application de logiciel de gestion, ce qui a impliqué pour eux aussi le fait de pouvoir utiliser d'autres solutions qui étaient embarquées avec la solution financière qu'ils avaient retenue. Voilà. Bon, c'était des adhésions que sur une compétence dématérialisation, les 2 retraits, hein, je précise. Alors, il y a le point 6 de présentation du rapport d'activité 2014. Alors, pour une première année, le rapport d'activité a été mis en ligne très rapidement cette année. Habituellement, on a toujours du mal à le faire avant le mois de juin, voire septembre, octobre, quelquefois. Donc là, il est déjà en ligne depuis au moins 3 ou 4 semaines. Donc c'était un bilan 2014 très riche, où on a un certain nombre de points particuliers, notamment en termes de projets nouveaux, sur lesquels nous avons eu beaucoup d'activités. Donc je vous invite à le consulter, évidemment. Sinon, globalement, une très grande satisfaction au niveau de ce bilan d'activité de la part de la direction et des équipes, en tout cas, sur le travail réalisé sur cette année 2014. Et on peut le télécharger sur le site du CICTIAM, évidemment, ce rapport. Comme tous les documents, le catalogue de services, etc. Si vous avez des questions sur ce rapport, évidemment, je suis là pour essayer de vous y répondre. En tout cas, c'était une très très grosse année pour le CICTIAM. En plus, on a eu pas mal de mouvements de personnel, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais toutes les équipes ont joué le jeu et on a pu tenir nos objectifs. Voilà. Le point 6.3. Point service Internet. Qui est-ce qui... C'est Pierre. Oui, donc par rapport au site Internet... il y a un grand changement qui se déroule en fait depuis la fin de l'année 2014. C'est la mise en place d'une nouvelle solution de site internet qui est basée sur WordPress. Alors pourquoi est-ce qu'on va vers une nouvelle solution? C'est pour unifier les différentes solutions qui avaient été mises en place, et c'est surtout pour abandonner la solution Tequila Rapido. Qu'on essaie d'abandonner depuis plusieurs années. On envoie des courriers aux différents élus pour que justement la chose s'abandonne. Là maintenant, on a décidé que fin 2015, qu'il y ait encore des collectivités qui utilisent la solution ou pas, on a arrêté le service. À titre d'exemple, on a les dernières grosses attaques qui ont eu lieu au niveau du territoire national. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. La seule solution qui a été impactée au niveau de notre infrastructure, ça a été Tequila Rapido. Bon, on a corrigé le problème pour ne plus que ça se reproduise, mais étant donné qu'au niveau maintenance, on n'en a plus de la part de l'éditeur, que la solution est vraiment vieillissante, on a vraiment décidé, donc on l'avait décidé avant les attaques, mais on a vraiment décidé d'arrêter l'exploitation de cette solution vers une solution WordPress.
Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec WordPress, on arrive vraiment sur quelque chose de moderne, de quelque chose de très dynamique. Donc on a des thèmes qui sont accessibles au travers de vos téléphones portables, de vos tablettes et de vos ordinateurs. Donc vous avez vraiment tout le panel qui sont offerts maintenant par les sites internet. Donc pour ceux qui sont encore sous Tequila Rapido, sachez qu'à la fin de l'année, vous n'aurez plus de site internet. Voilà. Mais très bonne solution à côté. Juste pour une petite anecdote, les attaques que nous avons reçues sur le site Tequila il y a quelques semaines nous a valu quand même la visite de la gendarmerie et tout un process de compte rendu très, très officiel de la part de la gendarmerie, avec qui nous avons noué des liens d'ailleurs très intéressants. Et ils étaient très intéressés, ils ne connaissaient pas, ils étaient ravis de nous avoir connus pour l'occasion. Donc, est-ce qu'il y a des questions globalement sur la séance ou on peut la lever, puisque c'était le dernier point? Je vous demanderai de ne pas oublier de signer les documents qui sont à votre disposition. Avant de partir, vous devriez signer. Merci beaucoup. Merci et bonne fin de journée.